J'ai faim. Ça tombe bien, on a rendez-vous dans une auberge. Cool. Je vais pouvoir prendre un encas. J'ai pas beaucoup d'argent, hein. Peut-être assez pour prendre un thé? De l'eau chaude? Avec des herbes? Mais j'ai faim, moi. Eh ben, tu mâchouilleras le sachet d'herbe. Tu le vois? Oui, c'est lui là, au fond. Et il boit un jus de pomme. Bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 28 ans et je suis comédien. Ah, un saltimbanque. À quelle sorte de jeu jouez-vous? C'est plus des jeux de plateau et du jeu de rôle auxquels je joue. J'aime plutôt les jeux coopératifs, voilà, mais je suis pas fermé aux jeux stratégiques ou un peu dans son coin, mais ce qui se passe, c'est que je préfère quand il y a vraiment un univers graphique sur les jeux qui sont plus chacun de son côté, donc en compétitif, parce qu'on n'a pas l'impression justement de ce côté compétitif, et du coup c'est plus agréable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un jeu de plateau? Parce que nos auditeurs ne sont pas forcément des spécialistes, et pour qu'ils puissent au moins s'imaginer à quoi ça peut ressembler. C'est un jeu sur lequel, justement, comme son nom l'indique, il y a souvent un plateau, quelque chose de physique sur lequel on peut interagir, donc soit avec des cartes, soit avec des pions, soit avec des jetons, et du coup plonger les joueurs dans souvent un contexte et une histoire, souvent, qui raconte, par exemple, vous incarnez des archéologues qui doivent remplir votre endroit d'archéologie en découvrant les fossiles de dinosaures, donc en retournant des tuiles, par exemple. Voilà, ça peut prendre cette forme-là. Comment vous êtes tombé dans la marmite du jeu? En fait, c'est très récent parce que ça fait que depuis 3-4 ans seulement que j'y suis. J'offrais des jeux de société à mon grand frère, qui était assez fan et tout ça de jeux avec sa copine, et ils en avaient déjà 3-4, et du coup, plus ça allait, plus je leur offrais des jeux, soit à leur anniversaire, soit à Noël. Et du coup, ils ont eu une collection de plus en plus importante, et je voulais aller chez eux pour jouer à force. Et comme j'en avais pas moi-même, je me suis dit, bon allez, je vais aller dans un magasin, je vais en acheter 3-4, des jeux de plateau, du coup. Et ça a commencé là, et après, du coup, maintenant, j'ai, je crois, une 50aine de jeux, voilà. Si j'ai même plus assez de place pour le ranger dans mon petit appart, ma copine me dit, non, faudrait bien que t'arrêtes là d'en acheter, parce que je dis, oui, surtout que j'en ai commandé d'autres, etc. Bon, bref. Mais voilà, maintenant, j'en ai beaucoup, quoi. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie quotidienne de jouer? Ça m'ouvre encore plus l'imaginaire que ce que je peux déjà avoir dans mon métier de comédien, et c'est surtout, j'adore le lien qu'il y a avec les autres joueurs, quoi. C'est, comme son nom l'indique, un jeu de société, donc voilà, je préfère effectivement retrouver à 3, 4, 5, 7 des fois autour d'une table pour vraiment faire une partie, des fois même de très gros jeux de 3-4 heures par exemple, pour vraiment se plonger dedans et voilà, avoir du lien un peu social avec les autres gens et voir un peu les interactions possibles. Non mais attends, faut qu'on fasse ça, parce que souvent sur les jeux coopératifs, du coup, mais attends, parce que là si on fait ça, là ça nous amène là et on bat le monstre, etc. Donc. Ce que vous recherchez là-dedans, c'est donc le lien social. Est-ce que vous faites donc avec des amis ou des fois avec des gens que vous ne connaissez absolument pas? Les deux. Par exemple, ce soir, je vais au bar à jeux à Rennes, l'heure du jeu, et je vais avec quelqu'un que j'ai rencontré sur Facebook, dans un groupe jeux de société à Rennes, et on va jouer à des jeux, voilà, autour d'un verre ce soir. Donc je le connais absolument pas, et j'aime bien faire ça, rencontrer des gens et des jeux aussi. C'est le concept de l'heure du jeu à Rennes. Donc ouais, c'est avec comme des gens que je connais pas, comme des amis en fait, les deux. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez comédien. Qu'est-ce que ça vous apporte en plus? C'est vraiment quelque chose d'une émulation. J'arrive à fédérer les joueurs, en fait, des gens qui ne jouent pas. Et du coup, ça pour moi, j'ai l'impression que ça fait un peu lien avec mon métier de comédien, d'émouvoir des spectateurs qui ne sont peut-être jamais allés au théâtre ou même sur des films dans lesquels je peux tourner des petits rôles, voilà, d'émouvoir des gens. Et du coup, j'ai un peu l'impression que si je réussis ma mission de faire jouer des gens, mais si, je te jure, on va jouer à Just One, c'est un super jeu d'ambiance, tout le monde m'a dit, même qui n'aiment pas jouer, qu'ils adorent, et souvent ils ressortent avec « Ah ouais, c'est vraiment trop bien », voilà, avec des amis d'amis, et puis ma mère, maintenant aussi, je les ai fait tomber un peu dedans aussi, mes parents, et je leur ai offert des jeux plus d'ambiance pour le coup, et ils ont fait jouer tous leurs amis à ça, et ils ont fédéré des gens qui ne jouent jamais. Donc c'est un peu le lien, voilà, savoir émouvoir des gens au théâtre qui n'ont pas forcément l'habitude d'y aller, même ne serait-ce qu'une personne, c'est gagné. En fait, c'est ça mon objectif de métier, et dans le jeu, si j'arrive à le faire, pareil, on s'amuse en fait, surtout, que ce soit très ludique tous ensemble, c'est gagné, quoi. Vous avez appris des choses par le jeu sur vous, sur les autres? Oui, après les caractères des différents joueurs, mauvaise perdante, mauvais perdant, mauvais joueurs aussi, ou alors tricheurs des fois, ce qui n'a pas vraiment de sens en fait dans les jeux coopératifs puisqu'on joue tous ensemble. Donc le fait de tricher si on a eu une mauvaise carte, ça n'a pas trop d'intérêt, puisque justement c'est ça, certains jeux sont durs, et du coup c'est le challenge de se creuser les méninges pour savoir quelle route ou emprunter ou quelle stratégie adopter tous ensemble pour
pour optimiser et aller au bout de l'aventure, des fois dans des jeux narratifs. Et voilà, ça m'a appris en fait de me plonger vraiment dans des univers très différents, même graphiques, comme des fois il n'y avait pas forcément c'était juste un jeu de cartes classique, et en fait la manière d'aborder les règles avec juste un petit feuillet très, très peu compliqué m'a fait rentrer dedans, alors que moi je vais plus me concentrer sur par exemple le visuel d'un jeu pour l'acheter, ou avoir entendu des critiques sur ce jeu-là, voilà, savoir l'ambiance, qu'est-ce que ça raconte, voir si j'ai pas déjà des jeux similaires, pour pas avoir non plus des jeux que je sortirai qu'une fois et ça sert à rien qui moisissent dans son placard. Ça m'a appris d'être plus à l'écoute aussi des gens avec qui je jouais, de voir comment eux ils jouent aussi, et quelles sont leurs stratégies, et ça en dit beaucoup sur les gens, quoi. Ça permet de savoir ce qui se passe dans leur tête en fait. Bah c'est ça, oui, parce qu'on voit par exemple, j'ai un copain qui joue beaucoup à des jeux de stratégie, et moi je suis pas très fan de ce genre de jeu, genre Catan par exemple. J'ai en horreur ce jeu-là, parce que malheureusement, ce joueur-là optimise toutes ses stratégies et sait très bien gagner en 3 coups, et du coup c'est très frustrant pour soi, parce qu'on a l'impression de faire sa petite ville dans son côté, et j'ai pas du tout moi cet esprit de compétition là, enfin je pense pas en tout cas, et du coup c'est très frustrant de jouer avec lui, parce que il est très méticuleux, voilà, il dit je te fais ça, puis je t'attaque avec les brigands machin, et j'ai fini, voilà, j'ai gagné, du coup c'est bon, bah y a pas d'intérêt à jouer tout seul, du coup c'est pas grave, du coup ça apprend aussi sur les jeux, mais il est pas comme ça dans la vraie vie sur d'autres choses, donc en fait ça révèle des côtés des joueurs plus intérieurs en fait, en jouant vraiment, que si on leur parlait de choses dans la vie, quoi. Et vous, ça vous a révélé quoi par rapport à vous, les jeux ? C'est une question difficile. Je suis très maniaque. En fait, je me suis rendu compte que je suis très maniaque avec mes cartes, mes pions, mes jeux. Je referme la boîte dans le même sens pour que quand je retourne pour voir le dos de la boîte, ce soit dans le même sens. Je déteste quand c'est tout en bazar dedans. Du coup, les joueurs me laissent ranger mon jeu. On me dit non, mais du coup, ou alors on me dit ça se range comment ? Alors là, ça va là, ça va là, dans ce sachet-là, machin. Du coup, je me suis révélé être très maniaque, alors que je pensais pas l'être tant que ça. Quel est le jeu ou une partie qui vous a particulièrement marqué d'un point de vue peut-être émotionnel ou difficile? C'est une partie qui dure très longtemps, c'est assez physique aussi. Est-ce qu'il y a un jeu, une partie qui vous a vraiment marqué? Il y a les jeux de la gamme Horreur à Arkham, en fait, Horreur à Arkham 3ème édition, le jeu de plateau, où c'est un univers Lovecraftien, avec le mythe de Cthulhu, voilà, des monstres qui se réveillent, et il faut essayer d'enquêter sur des indices, voilà, sur un plateau, et de combattre des monstres en même temps, et chaque personnage a ses propres caractéristiques, donc c'est vrai qu'il faut avoir une synergie entre les joueurs aussi pour arriver à ses fins, et c'est un système de petites cartes qu'on lit sur des rencontres qu'on fait à chaque fin de tour, et moi ça m'a vraiment marqué, parce que les textes sont vraiment très bien écrits, et ça met vraiment dans l'ambiance des années 30 dans une ville fictive des États-Unis. On plonge dedans, et les illustrations participent beaucoup à l'immersion. Mais en fait, ça c'est Les Demeures de l'Épouvante et Horreur à Arkham, c'est 2 jeux qui m'ont beaucoup marqué. Il y a eu aussi le 7ème continent, mais j'ai beaucoup moins joué. Donc du coup, ça m'a marqué sur le côté, on découvre le continent énorme en fait, et il y a des milliers de cartes, donc avec des petits numéros cachés, mais plus la gamme Horreur à Arkham, ouais. Est-ce que le fait de jouer au jeu, c'est une manière aussi de fuir la réalité? Alors, c'est peut-être un peu fort, fuir la réalité, mais est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là d'être toujours dans l'imaginaire, en fait? Pour moi, je dirais pas vraiment que c'est fuir la réalité, c'est plutôt de faire une parenthèse dans un monde qui n'est pas forcément tout reluisant. Il y a eu les élections récemment, donc après ça va changer beaucoup de choses sur les 5 prochaines années sur plein d'aspects, et je pense sur l'économie du jeu aussi, j'imagine. Je le vois pas comme une manière de s'évader complètement et d'oublier tout ce qui se passe, mais plutôt qu'on met en pause le temps de jouer. Et après, on peut comprendre des choses différemment, par exemple, avec des thèmes qui sont très forts. Je pense à des jeux comme Watergate, par exemple, qui sont sur l'affaire du Watergate, voilà. Ou des jeux qui ont des thématiques sur le réchauffement climatique. Les jeux BioViva, notamment, sont vraiment très axés sur ça, pour faire comprendre aux plus jeunes l'impact du réchauffement climatique, voilà, avec des défis pour essayer de faire baisser la température, etc. Et ouais, non, c'est une parenthèse pour le temps de voir autrement, ou transposer son point de vue autre part pour ah oui d'accord, je l'avais pas vu ça comme ça, du coup maintenant à la lumière de cette partie de jeu là, ça me fait comprendre peut-être le monde différemment, ou un aspect politique différent, ou on peut le mettre en lien. Ah tiens, ça ressemble un peu quelque part. Donc ouais, c'est ça, c'est une parenthèse. Il y a des jeux qui vont donc aborder des thèmes
d'écologie ou ce genre de choses, ça permet aussi de sensibiliser le grand public. Moi je pense, après j'y ai pas joué moi-même à ces jeux-là, mais je lis une revue de jeux de société qui s'appelle Ravage, et du coup dedans, là, le dernier numéro, c'était sur notamment l'impact écologique des jeux qui sont fabriqués souvent avec beaucoup de plastique, les gros jeux notamment, beaucoup de plastique en Chine, etc., sont délocalisés parce que la main d'œuvre est moins chère, mais sur l'impact environnemental c'est une catastrophe, quoi, parce que beaucoup de grosses boîtes en fait vendent du vide, et il y a beaucoup de thermoformage en plastique qui ne vendent rien, donc en fait réduire la boîte ou faire une production plus locale, certes ça augmenterait le coût du jeu, mais au final on aurait vraiment un objet qui est un peu plus éco-responsable. Et voilà, ils parlaient de cette note d'éco-score qu'ils mettent maintenant dans leur revue sur les jeux pour que les joueurs, en fait, on a vu une tendance un peu s'inverser, les joueurs sont plus tellement, enfin encore beaucoup, mais de moins en moins dans une démarche de on achète les jeux peu importe leur provenance, et on regarde un peu plus les jeux, je pense aux jeux au plat notamment, ou les jeux qui sont fabriqués en France dans une démarche éco-responsable avec que du carton, pas d'éléments en plastique, ou s'il y a des pions en bois, c'est du bois recyclé, enfin voilà, des choses dans des démarches un peu pour lutter à sa manière contre le réchauffement climatique d'une certaine manière, ou réduire le bilan carbone surtout. Et du coup, en étant dans cette démarche, en achetant des jeux comme ça par exemple, ou en les louant par exemple, pour pas être encore dans une surconsommation, c'est pas mon cas. Je suis plus dans acheter, j'aime bien aller à la boutique et acheter pour faire vivre les commerces aussi, mais voilà, ça peut permettre d'avoir une dynamique différente et de se rendre compte, ah tiens, là justement on voit que le carton il est recyclé, on voit qu'il y a moins de matériel justement pour plus sur le contenu et sur le message qui est transmis. Du coup ça peut faire changer petit à petit un peu les mentalités intérieures. C'est aussi une manière de lutter contre la collectionnite aiguë. Pour mon cas ça marche pas vraiment mais je pense que pour d'autres joueurs oui ce serait un moyen, des joueurs qui sont encore plus investis que moi dans cette démarche écologique, je pense que ouais, ça peut faire changer les choses et les empêcher en tout cas plus de louer justement, ou d'aller dans des barrages pour jouer justement et ne pas acheter, surconsommer. Voilà. Moi j'aime bien avoir effectivement collectionner les jeux et avoir une belle ludothèque, même si j'ai pas d'endroit pour que ce soit une belle vitrine et tout ça, mais voilà, je pense que oui, ça peut faire changer les choses. Ouais. C'est toujours ce côté maniaque en fait. C'est un peu ça, ouais, voilà. De collection maniaque, j'aime bien que mes jeux soient bien rangés. Que pouvez-vous nous dire par rapport à votre expérience de joueur, à votre expérience de jeu ? C'était plus quand j'étais à la fac où je faisais un peu plus de jeux de rôle en présentiel avec les copains, où là où il y avait vraiment on jouait à Donjons et Dragons, il y avait beaucoup plus de déconnades sous un fond Heroic Fantasy où on joue des personnages très charismatiques, des héros qui luttent contre le mal, voilà. C'était en fait beaucoup de déconnes où mes personnages étaient complètement dans un truc je faisais tout le temps n'importe quoi, et du coup mes personnages sont morts très vite contrairement au groupe, parce que je suis devenu très chaotique, mauvais très rapidement. Alors du coup voilà, c'était très drôle aussi pour le groupe. On était 6-7 joueurs et à chaque fois ils se tapaient la tête contre la main contre le front en disant mais c'est pas possible, quand est-ce qu'il va apprendre, et du coup c'est ça aussi je devenais le comique du groupe, et c'était une façon de vraiment voir de casser un peu le sérieux que certains rôlistes peuvent avoir. C'était pas notre cas parce qu'on était tous dans cette démarche là, mais moi j'étais le plus trublion du groupe, et ça m'a vraiment beaucoup décoincé de certains thèmes aussi qui étaient abordés en des thèmes plus trash, ou voilà, que moi j'étais pas trop aux prises avec ça. Enfin, j'étais un peu loin de ces thèmes un peu plus trash, un peu plus crus et tout ça, et ça m'a un peu décoincé aussi sur ça. Donc le jeu de rôle, je conseillerais à des gens qui sont peut-être plus timides ou causent pas, même de jouer en ligne, au jeu de rôle en ligne avec des gens sur plein de plateformes, pour justement libérer leur imaginaire et leur créativité et pouvoir aller vers les gens, et ça marche vraiment bien. Est-ce que c'est le jeu de rôle qui vous a donné envie de devenir comédien ? Non, j'ai su avant en fait de faire du jeu de rôle vraiment à fond, toutes les semaines quasiment pendant 3 ans à la fac, que je voulais devenir comédien en deuxième année de ma fac. Je me suis dit, j'étais au conservatoire de théâtre en fait en parallèle, et j'ai vu les profs de théâtre m'ont fait comprendre que c'était un métier, que c'était vraiment ça qui m'animait, et j'ai dit je vais en faire mon métier, je choisis de le faire, ça va être très dur certainement et tout ça, et effectivement c'est dur, mais ça me galvanise un peu d'être sur les planches ou même de tourner dans des petits films et tout ça, et de faire ça.
Et effectivement, dans les jeux de rôle et dans les jeux en général, je retrouve un peu ce côté, justement, de jeu. Je joue et je mets en scène un peu mes personnages dans les jeux narratifs ou coopératifs, parfois sur certains instants. Alors je vais là-bas et je vais enquêter, allez-y les gars, c'est parti. Et voilà, du coup je fais des petits trucs, mais pas trop non plus, parce que je sais que certains joueurs sont plus... moi je bouge le rouge là, et puis je vais en cube en bois là, donc ils sont très terre à terre par rapport au matériel. Donc, mais non, ça c'est pas les jeux de rôle qui m'ont donné envie, c'est l'inverse. Je savais que je voulais devenir comédien avant. Merci. Merci. Dis donc Dédé, je t'ai trouvé bien silencieux pendant cet entretien. C'est curieux. J'aurais bien aimé te voir un sachet de thé coincé au fond de la gorge. Ah, c'est bon à savoir.